Narciso Ibáñez Serrador. Mais qui est ce bon monsieur, me direz-vous ? C'est qui ? Voilà. Alors, pour la plupart, ce nom ne signifie pas grand-chose, mais pour les Espagnols, ce type est une légende. De la télé d'abord, puis en seulement 2 excursions sur grand écran, du cinéma d'horreur carrément. Uruguayen de naissance, il accompagne ses parents tous 2 comédiens sur les plateaux quand il est môme, et va même connaître sa première expérience dans le cinéma en doublant à l'âge de 8 ans, Pampan. Oui, celui-là, pour la version espagnole. Voilà, donc c'était l'instant mignon de la vidéo, parce que vous allez voir que la suite est pas du tout dans la tendresse. Es posible. Il faut savoir qu'à la fin des années 50, la télévision en Espagne émerge tout juste par rapport au reste de l'Europe, à cause de leur situation sociopolitique. Au début des années 60, quand Narciso se met à bosser pour la télé espagnole, il n'y a encore qu'une chaîne, et il va vite devenir une figure essentielle dans les foyers grâce à ses émissions, ses téléfilms et ses jeux télévisés, et notamment Un, Dos, Tres. Et déjà, il intègre tout un tas de programmes où l'angoisse est au premier plan, comme sa série, que je vais vous traduire directement, histoire de pas vous embarrasser avec un accent déplorable, Histoire pour ne pas dormir, un peu à la manière d'Alfred Hitchcock présente en son temps. Donc il est créateur, scénariste et réalisateur, et en 69 il va sortir son premier film pour le cinéma. La Residencia. Et pourtant pas un casse-tête à traduire, mais les anglophones lui préfèrent le titre. Ouais. À l'époque, le cinéma d'horreur n'avait pas encore établi tous ses codes tels qu'on les connaît maintenant. Et aux yeux du grand public, le maître en la matière, celui qui expérimentait la peur dans les salles, c'était l'inégalable Alfred Hitchcock. Et d'ailleurs, on appelait ça du suspense, pas de l'horreur, l'idée étant de faire monter la tension plus que de la désamorcer. Et après avoir roulé sur les années 60 dans ce domaine, certains codes se sont peu à peu établis. Et surtout l'idée que ce genre-là, n'est pas juste un genre en fait, c'est d'abord un film, et qui demande autant de soins que tous les autres. Ouais, ça a bien changé quand même. Donc, on met quoi comme ingrédient à ce moment-là pour réussir un film d'angoisse, ou d'épouvante, ou ce que vous voulez ? À peu près comme partout, une bonne histoire, des personnages intéressants, tout ça, mais ce qu'on retient du maître du suspense, ce sont surtout ses ambiances et sa mise en scène. Tout doit baigner dans une atmosphère très particulière et avoir un rythme très précis. Parvenir à nous immerger dans un genre d'entre-deux, avec d'un côté une réalité, crédible, et de l'autre quelque chose de l'ordre du surnaturel, ou qui nous échappe du moins, ce qui rend l'expérience assez proche d'un cauchemar finalement. Faire naître l'irrationnel chez le spectateur, c'est ça le plus dur, et surtout ne pas hésiter à nous laisser patauger dans nos doutes, dans nos peurs. Et ça a l'air de rien comme ça, mais ça n'a même pas besoin d'être spectaculaire ou démesuré. Juste quelques éléments parfois suffisent à jouer avec nos nerfs. Mais bon, la surenchère est née avec nos exigences aussi, et à l'heure actuelle on ne sait plus trop ce qu'on veut. Ouais, enfin, pas besoin de nous gueuler dessus non plus. Bon alors, La Residencia. parlons du film un peu. L'histoire se place dans une résidence, voilà, un pensionnat pour jeunes filles où on leur apprend à peu près tout. Donc l'école déjà, mais aussi couture, danse, botanique, cuisine, bref, le guide de la parfaite femme au foyer à la fin du 19e siècle. Et nous sommes introduits dans ce bel endroit par le biais de Teresa, qui va intégrer le pensionnat et découvrir petit à petit les lieux, les résidentes et la dirigeante, Madame Fourneau. I am Madame Fourneau. Une main de fer dans un gant de boxe qui dirige ce petit monde replié sur lui-même avec une certaine sévérité, on va dire, et qui compense avec un amour maternel un poil surprotecteur envers son fils, Luis, qu'elle s'efforce de maintenir loin de ses protégés, afin de tenir le désir à l'écart autant que possible. Donc la vie suit son cours, et voilà qu'une fille disparaît. Mystère, mystère, et à partir de là, les péripéties s'enchaînent jusqu'à la dernière ligne droite, qui est un exemple d'exécution, et une scène finale qui vaut le détour, et a surtout la générosité de nous graver la rétine à jamais. Donc ouais, désolé, c'est plutôt bref, mais je veux pas trop en dire. Mais pour que vous ayez une idée, c'est comme raconter Psychose. En général, tu t'arrêtes à la douche. Et d'ailleurs, je prends pas cet exemple-là par hasard. Outre les similitudes évidentes, le film peut se hisser haut la main jusqu'aux qualités du mastodonte d'Hitchcock. Déjà, il a cette capacité à mixer le film avec différentes choses, et toutes dans un registre dérangeant. Exposer la part sombre des personnages, sentir le poids de cette présence permanente, et toute cette tension érotique qui plane. Ça donne à l'ensemble un sentiment de perversion, de macabre, et la façon dont Serrador gère son récit, on se retrouve avec une partition constante et cohérente dans l'angoisse, qui ne relâche jamais son emprise. Et bien sûr, ajouter à ça son talent de metteur en scène. Si le réalisateur nous enferme dans ses murs, il parvient pourtant à éviter la claustrophobie facile, enchaînant un maximum de pièces de la résidence et en jouant avec des cadres plutôt larges. Son but n'est pas de nous étouffer, au contraire, mais simplement de souligner l'enfermement, et il est partout. L'enfermement des filles déjà, celui du fils par sa mère, de la mère par son rôle de préceptrice, bref, et sans liberté possible, ne reste que le lâcher-prise. Serrador parvient donc à créer cette atmosphère si importante qui lui est propre, et les décors victoriens jouent un rôle important là-dedans. Déjà ils sont sublimes, mais surtout sculptés au couteau par une photographie très maîtrisée.
À l'arrivée, on a un film très singulier, qui ne ressemble qu'à lui, et confiant dans son projet, le film va dès le début viser l'international, et sera la première production espagnole en langue anglaise. Il sera donc exporté un peu partout, et deviendra une source d'inspiration pour certains réalisateurs talentueux, comme Del Toro, Bayona et son orphelinat, et bien sûr le Suspiria d'Argento. Bon, et le bonhomme après ça, maintenant qu'il s'est assis à la table des grands? Et bah il retourne tranquillement à la télé pendant 5 ans, puis tombera sur un bouquin qui s'appelle El Juego de los Ninos de Juan José Plants, et a la merveilleuse idée de s'en inspirer pour son prochain long métrage au cinéma, qu'il appelle Qui peut tuer un enfant. Encore une fois un titre tout à fait clair, mais qui chez nous sera renommé Les Révoltés de l'an 2000. Une traduction parfois moquée, mais que j'aime bien personnellement. Alors on y perd la question fatidique c'est sûr, mais ça évoque tout de même quelque chose. Par contre les anglophones eux ont du mal à se décider. Who can kill a child? Bon là d'accord. Will you kill a child? Très bien. Island of Death, Death Eat Child's Play, Trapped, Island of the Damned. Non sérieusement les gars, prenez une décision. Tenez, je vous aide. Bon, et alors là aussi, petite remise en contexte. Le film sort en 76, et à ce moment-là, l'horreur émerge peu à peu dans les salles. Déjà, Polanski et son Romari's Baby viennent frapper un grand coup, et redéfinissent l'horreur surnaturelle, donc religieuse. Puis en 73, Friedkin calme tout le monde, avec à mes yeux l'un des plus grands films de tous les temps. J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques. On a ensuite l'avenue d'un petit nouveau dans le genre, Wes Craven, qui fait sensation avec sa dernière maison sur la gauche. Salut. Et évidemment, le culte Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Donc à ce stade, on suggère plus rien. On vomit directement de l'horreur dans la face du spectateur courageux, avec ambition de le traumatiser à fond. Et du coup, forcément, certains codes s'établissent. Nuit égale danger, le plat bien saignant, et si on peut avoir des tronches esquintées, c'est encore mieux. Bon, et que va faire Serrador à votre avis? Eh bah tout l'inverse, ouais, si ce n'est garder l'aspect bien sanglant. Il va filmer en plein jour et dans un cadre idyllique, et faire de ces monstres des gueules d'ange tout aussi victimes de leurs agissements que leurs proies. Et avec son obsession de pervertir, se rendre directement sur la case finale de l'éthique et faire un 100 mètres haies avec les barrières morales de l'époque, tuer des gosses. Donc préparez-vous bien, car fini le suspense qui se faufile dans les salles de classe bien stylisées, ici l'artiste nous propose sa conception de l'horreur pure. Moi, c'est ce que je préfère. Et quel film les amis, quel film? On est parti? Voilà, déjà, il nous terrorise d'entrée de jeu, en présentant des images d'archives de différentes guerres passées, et nous montre frontalement des enfants victimes des actes odieux perpétrés par l'homme, adulte. Bon, je vous préserve des images, mais ça fout un coup dès le début. Et c'est long, c'est très long. Presque 10 minutes de génocide infantile, où les bruits de la guerre sont entrecoupés de chants et de rires d'enfants. Et avant même que l'histoire commence, le contrat est passé. Entre le titre et l'intro, on comprend bien où il veut en venir. Et si la démarche peut paraître un peu racoleuse, vous allez voir que Serrador est bien plus malin que ça. Puis transition sur une plage, où adultes et enfants partagent paisiblement un même plan, jusqu'à ce qu'un cadavre soit déposé par le courant. Les ambulanciers exposent leur verdict, qui n'est pas la noyade visiblement, et par un habile plan croisé, où l'achèvement d'une histoire fait place à une autre qui commence, le film introduit nos deux héros. Un couple britannique à la recherche de tranquillité venu passer leurs vacances en Espagne. On comprend qu'ils sont parents de 2 enfants déjà et qu'elle est enceinte. Et arrivés à destination, ils découvrent la ville en pleine festivité, pas de bol, et réduisant à zéro leur chance de trouver un hôtel. Entre les parades, la fête et les cris euphoriques des gamins qui jouent dans la rue, notre couple décide de changer de programme, bien décidé à trouver le calme qu'ils recherchent. Et lors d'une halte dans un magasin pour acheter de la pellicule, Serrador nous assène une fois de plus avec des images bien déprimantes, et bien incrustées aussi, d'un conflit en cours. Et au cas où ce serait pas assez clair, nous glisse un joyeux message. El mundo está loco. Lo malo es que los que siempre pagan el pato son los niños. Si hay guerra, los niños. Si hay hambre, los niños. C'est fini, oui. Il trouve finalement une chambre pour la nuit et décide de se rendre dès le lendemain sur une île au large de la côte. Ils profitent de la soirée et ont l'air heureux, mais Tom, le gars, expose à sa femme, Evelyn, ses doutes concernant l'avenue de leur prochain enfant. That man is crazy, and people suffer most from his madness. Kids. Au petit matin, ils louent une barque et se rendent seuls sur l'île de... Comment tu dis en espagnol? Où l'accueil est plutôt mitigé. Puis découvrent le village désert. Persuadés que les habitants ont quitté l'île pour aller festoyer sur la côte, ils s'installent et commencent peu à peu à douter de leur raisonnement. Certains détails indiquent soit un départ précipité, soit involontaire, et les coups de fil mystérieux n'enlèvent rien à leurs inquiétudes. En quête de réponse, Tom laisse Evelyn se reposer au frais tandis qu'il brave la canicule pour explorer les environs.
et elle fait la rencontre d'une fillette, qui s'avère aussi rassurante que le magnifique plan qui l'introduit, mais ne semble témoigner d'un intérêt que pour sa grossesse. Puis, bim! Le film a la bonté de ne pas nous en cacher davantage et nous donne une info que les persos n'auront pas, ou pas tout de suite. Et de nouveau réunis, ils se rendent à l'hôtel, et là aussi, personne. Ah si, on aperçoit un vieux monsieur au loin avec sa canne, et une petite fille adorable qui va le voir, et bah c'est parti. Premier acte de violence, bien vénère, et entre le hors-champ et son sourire innocent aux lèvres, oh, ça glace le sang. Pauvre vieux. Après ça, Tom se charge de le mettre dans un coin, complètement abasourdi par ce qui vient de se passer, tente de s'en griller une, mais des rires d'enfants apparaissent derrière la porte, là où il vient de déposer justement le pauvre... Et comment tu dis papy en espagnol ? Piñata? Bon, je te rassure, je suis pas super à l'aise non plus. Retour à l'hôtel où, enfin, un homme sort de sa cachette et explique à Tom que les enfants armés d'objets mortels en tout genre se sont mis soudainement à jouer avec les adultes, y compris sa femme, qu'il n'est malheureusement pas parvenu à défendre, car comme nous questionne Serrador, ¿Quién puede matar a un niño? désemparé, il retrouve sa fille un peu plus tard qui vient le chercher, mais ignore les mises en garde du couple et part avec elle. Et je sens que ça va mal finir. Bah tiens. Et encore une fois, quelle efficacité ce hors-champ. Et d'ailleurs, ça vous rappelle pas un truc ? Bon, il serait peut-être temps de décamper, vous aussi ? Ils réussissent à s'enfuir, de justesse, puis traversent l'île et vont faire la rencontre d'une femme qui a l'air de vivre son quotidien normalement, auprès de ses enfants. Elle leur offre l'hospitalité, le temps qu'Evelyn se remette de ses nausées, et non, je ferais clairement pas ça, moi. Mais non, visiblement tout semble normal ici. Mais 2 gamins sont parvenus à retrouver leurs traces, et vont croiser la route des enfants de la maison qui sont, semble-t-il, épargnés par cette folie meurtrière qui règne au village, mais ok, trop tard. Donc ça se transmet, visiblement. Et regardez-moi cette scène, si c'est pas de la maîtrise, ça. Bon, Tom comprend que ça veut dire danger, et promis, après ça je vous embête plus, mais plan incroyable dans 3, 2, 1... Mon Dieu que c'est classe. Et dangereux un peu, faut pas glisser là. Et là, on approche doucement de la fin, et je préfère ne pas vous révéler le sort final de nos personnages et de toute cette histoire. Non pas pour vous agacer, mais parce que, comme dans La Résidence, Serrador m'a surpris et frappé d'une idée que je trouve brillante. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que la survie entrant en jeu, Serrador ne pose même plus la question. Et le département maquillage a dû avoir une fin de journée chargée. Alors que dire ? C'est dérangeant, violent, graphique certes, mais qu'est-ce que c'est impressionnant. Et si on peut lui reprocher sa façon un peu frontale d'exposer son sujet, on ne peut que saluer le résultat. On sent l'envie du cinéaste de mettre un bon coup de pied dans le cinéma émergent, mais sans chercher à se comparer. Quitte à aller à l'encontre de l'horreur traditionnelle, brouillons les pistes d'un spectateur qui commence à avoir des repères. Ici, l'action dure une journée quasiment, donc si la lune n'est pas complice du danger, mettons un soleil écrasant tout du long et qui fait fondre nos personnages. Sérieux, t'es en vacances, tu veux pas te mettre à l'aise un peu ? Et niveau mise en scène, on dirait pas, mais je me suis retenu. Mais il y a 2 ou 3 trucs que je trouve bien trouvés, comme par exemple cette scène, quand ils arrivent sur la plage au début. On les voit partager un moment d'allégresse, et on entend un coup de sifflet au loin, puis pas mal d'agitation autour d'eux. On comprend qu'un drame vient à nouveau d'être rejeté par la mer, mais la caméra reste sur le couple. Leur visage se fige, la réalité interrompt leur idylle, et Serrador installe soigneusement ce pouvoir du hors-champ qui agira tout au long du film. S'il nous fait croire ici que ne pas montrer c'est nous épargner, il prouvera ensuite que ça peut être tout l'inverse, rendant le procédé encore plus impactant. Et quand il veut montrer, alors là c'est sans filtre, et d'autant plus percutant que le sang contraste fort avec cette lumière très crue. De toute façon, rien ne nous épargne vraiment, même la fête qui se déroule dans la ville, et durant laquelle nos 2 tourtereaux vivent leur insouciance, se déroule dans une ambiance sonore similaire à un champ de bataille. Vous enlevez l'image et on se croirait dans des tranchées. Et tout est comme ça, contrasté je veux dire. Une fois sur l'île, quand les horreurs commencent, c'est sur fond de rire d'enfants. Et la musique aussi joue avec le décalage, comme ici par exemple. Et ces plans quoi, non mais regardez-moi ça. Je sais pas comment il fait pour tomber juste à chaque fois, et j'y reviens à celui-là, c'est juste une caméra fixée à un trépied, et pourtant, un micro-mouvement parfaitement dosé et une bonne coordination, et ça y est, je suis par terre. Et oui, le parallèle est évident. Si Narciso flirtait de près avec un certain motel dans sa résidence, ici il se rapproche bel et bien des oiseaux d'Hitchcock, avec un postulat bien plus perturbant. Car s'il est moins difficile de répondre à la question « qui peut tuer un corbeau ?», nous mettre face à des enfants meurtriers, c'est nous mettre face à un instinct de survie défaillant. Et nous présenter des enfants comme victimes d'un monde où l'adulte et ses délires règnent en force, c'est nous mettre face à des actes de violence brute qui ne sont le résultat d'aucune conscience ou d'aucune entité surnaturelle.
Et tout comme les oiseaux, les enfants ici effraient par la contradiction entre leur agressivité et leur nature innocente. Et comme la résidence, là encore on prend une leçon de réalisation, car même s'il n'a pas réinventé le langage visuel, d'autres sont déjà passés par là, il a su dialoguer avec ça et à sa façon, puis comme ses pairs avant lui, marquer certains esprits du cinéma. Et 50 ans plus tard, ce film résonne avec toujours autant de force, car s'il met en avant les erreurs passées des hommes, questionne avant tout sur l'avenir de ceux qui seront amenés à le devenir. Alors si la question de Serrador était « Qui peut tuer un enfant ?», reste à savoir aujourd'hui qui pourra les sauver. Finalement, c'était peut-être lui, le révolté de l'an 2000.